Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui nous accueillons un très grand violoncelliste et un immense pédagogue, c'est Philippe Muller. En plus d'une superbe carrière sur scène depuis plus de 50 ans, Philippe Muller a été professeur au Conservatoire de Paris pendant 35 ans et enseigne actuellement à la Manhattan School of Music de New York. Il a formé des centaines de violoncellistes dont beaucoup font aujourd'hui de brillantes carrières. Et personnellement, c'est un honneur pour moi de l'interviewer sur cette chaîne car il a été l'un de mes mentors et sans lui, je ne serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Alors, Philippe Muller, bonjour. Bonjour Jeanne. Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Je vous en prie, c'est mon plaisir. Écoutez Philippe, on va commencer par le commencement. Où êtes-vous né ? Alors je suis né en Alsace, à Mulhouse pour être plus précis, juste après la guerre. Je fais partie du baby boom et c'est à Mulhouse que j'ai commencé le violoncelle. Comment s'appelait votre premier professeur ? Alors, mon premier professeur était le violoncelle solo de l'Orchestre Philharmonique de Mulhouse. Il s'appelait Dominique Prete. Il était d'origine italienne et avait la coquetterie de signer toujours Domenico et non pas Dominique. Mes parents étaient des musiciens amateurs. Ils adoraient la musique. Il y avait chez nous une séance de quatuor en général par semaine. Le samedi soir, je m'endormais en entendant quelques quatuors de Mozart ou de Haydn dans la pièce voisine. C'était pas génialement joué, mais c'était joué avec cœur, avec beaucoup d'amour. Et je ne me souviens pas d'une nuit de Nouvel An qui ne se soit pas passée sans qu'il y ait un petit événement musical au milieu, un quatuor, un quintet ou un sextuor. Donc il était logique pour mes parents que leurs enfants étudient la musique. Ma mère jouait du violon, mon père chantait et sur le tard, pour pouvoir faire de la musique avec sa femme, il avait appris le violoncelle. Encore une fois, il ne jouait pas divinement bien, mais c'était il avait beaucoup de plaisir à le faire et c'était très sympathique. Quand vous avez commencé le violoncelle, est-ce que vous pensiez déjà à en faire votre métier ? Pas du tout. Pas du tout. Et mes parents non plus, pour eux, la musique, c'était leur plaisir. Ils voyaient la musique en tant qu'amateurs et ils voulaient simplement que nous apprenions, nous, leurs enfants, à suivre leur chemin, à apprendre à jouer d'un instrument et à prendre du plaisir. Ils étaient un petit peu suspicieux quant à l'idée de gagner sa vie avec ça. C'était pas assez sérieux ? Non, c'est pas ça, mais il y avait quelque chose, c'était une telle passion pour eux que c'était un petit peu ternir l'idée de la musique que de la rendre vénale. Je plaisante parce que lorsque je leur ai dit que je voulais finalement en faire mon métier, ils ne se sont pas du tout opposés. À quel âge avez-vous décidé d'en faire votre métier ? Tard, j'avais 17 ans quand j'étais en terminale et quand on est en terminale, on se pose toujours la question, qu'est-ce qu'on va faire ensuite ? Et puis après une réflexion finalement assez courte, je me suis dit, et si je tentais le conservatoire ? Mon père avait un vieil ami qui enseignait au conservatoire de Paris, qui s'appelait Jean Rollin. Et donc Jean Rollin a pris rendez-vous pour moi avec André Navarra et je suis allé le voir. Accompagné de mon papa parce que j'avais 17 ans et que comme j'étais évidemment un petit peu ému, j'ai sorti mon violoncelle et je me suis installé et puis il m'a regardé gentiment en disant « Et ton archet, est-ce que tu vas jouer en pizzicati ?» Excusez-moi. Donc, à la suite de cette rencontre avec André Navarra, vous avez eu envie de travailler avec lui ? Oui. Il m'a donné une leçon formidable. C'était un très grand professeur, André Navarra. Et c'était quelqu'un qui savait se mettre au niveau des élèves, qui savait se rendre sympathique. Même si c'était encore la vieille école, on l'appelait maître. Il y avait des choses qu'on ne pouvait pas se permettre, évidemment. Mais quand même, il aimait bien sourire, nous raconter des petites anecdotes et c'était très agréable. À la suite de ça, vous avez passé donc quelques années au conservatoire. Alors oui, c'était en 1963, je me suis présenté en octobre au conservatoire. Je suis rentré en classe préparatoire, ça existait encore la classe préparatoire. J'ai passé 1 an en classe préparatoire, puis l'année suivante je suis rentré en supérieur. Voilà, en 3 ans j'ai eu mon premier prix
1967, si mes souvenirs sont bons. Est-ce que vous avez continué à prendre des cours avec André Navarra? Alors j'ai continué un petit peu, mais il n'était pas tellement favorable à ça. Autant il exigeait qu'on le suive complètement quand on était son élève au conservatoire. Il avait des règles très strictes et il ne donnait pas de dérogation. Autant après, il trouvait qu'il fallait tourner la page et il fallait qu'on vive notre propre vie. Ce qui n'était pas toujours évident d'ailleurs. Parce qu'il était il était à la fois gentil et très sévère. Et quand je disais qu'il avait des règles strictes, c'était vraiment, vraiment strict. Par exemple, il attachait beaucoup d'importance aux gammes. Il fallait qu'on fasse tous les jours 1 heure de gamme, au moins, et qu'on ne travaille que des gammes commençant sur la corde de Do. Parce que pour lui, il était influencé par la méthode flèche, et il fallait commencer le travail par la corde la plus grave. Un jour, il m'avait donné à travailler le concerto en la majeure de Carl Philipp Emanuel Bach. Je suis venu la semaine suivante, j'ai dit maître, écoutez, cette semaine exceptionnellement, vous m'avez donné à travailler le concerto de Carl Philipp. Et je me suis dit que je devrais travailler la gamme en la majeure, puisqu'elle était dans le même ton que le concerto. Ouh là 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 là. Gros problème. 20 minutes de sermon en disant, tu sais mon petit, si je te dis quelque chose, il faut me croire, c'est important, il faut travailler les gammes qui commencent sur la... Bon, d'accord. Bon, sinon vous commencez en 5e position. Oui, j'aurais... Longtemps après, je me suis dit, mais évidemment, j'aurais dû faire ça. Est-ce que André Navarra, lors de vos premiers cours avec lui, a remis quelque chose de votre technique fondamentalement en question, a changé quelque chose? Non, pas fondamentalement, mais il insistait beaucoup sur l'archet, il m'a fait beaucoup travailler la technique d'archet. Il avait des exercices favoris, notamment l'étude en sol mineur de Duport. Il trouvait qu'il était important de développer une souplesse des doigts pour les reprises d'archet. Il faisait travailler la souplesse des doigts activement en nous faisant jouer cette étude en sol mineur, sol, si, sol, si, sol, si, sol, très léger au talon, en ne se servant que des doigts, sans bouger le bras. Et c'était son exercice favori, tous les élèves de Navarra vous parlent de ça. C'était un bon prof parce qu'il avait une méthode simple. Il avait des lignes très claires, il fallait faire ci et ça. C'était un grand travailleur, il savait travailler, il nous donnait une méthode pour travailler. Pour chaque trait, on savait comment il fallait faire. Alors c'était évidemment un peu poussé à l'extrême. Par exemple, il ne voulait pas, quand on travaillait un nouveau morceau, il voulait qu'on commence par travailler sans vibrer. Il trouvait que le vibrato pouvait être un cache-misère pour une intonation un peu approximative. Il disait avec juste raison, quand on ne vibre pas, il faut vraiment que ça soit juste. Et on venait la première semaine, on jouait entièrement sans vibrer, lentement. Il fallait commencer par monter la pièce techniquement parlant, que ça soit propre, que ça soit net, et qu'ensuite on s'occupait des finitions. Le vibrato, on développait les nuances, on développait les phrasés, mais il procédait un petit peu par degrés, par couches successives, plutôt que d'un seul bloc. J'ai pas continué exactement comme ça, mais j'ai quand même été très influencé par ça, et surtout le côté construit. Ne pas se lancer à travailler des choses trop difficiles avant d'avoir vraiment une solidité technique. Et ça, il a beaucoup insisté, en faisant beaucoup de gammes, en faisant beaucoup d'études. Il aimait beaucoup Duport. Pour lui, Duport était l'un des fondateurs de l'école française de violoncelle, et on commençait toujours, surtout quand on était en préparatoire, par travailler les études de Duport. Après, on travaillait, quelquefois Franchomme, Dotsoer, mais pas tellement. Piatti beaucoup et Grützmacher. Par contre, il y avait une quasi-impasse sur les études de Popper. Pourtant, elles sont très développées. Oui, partout ailleurs. Et moi, je demande beaucoup à mes élèves de faire de travailler des études de Popper. Mais dans la classe d'André Navarra, on faisait très peu de Popper. On travaillait des pièces de Popper, mais pas beaucoup les études. C'était pas son truc. Puis il y avait des choses de génération, par exemple Shostakovich. Non, on n'en faisait pas. Le premier concerto de Shostakovich, je l'ai découvert en allant au concert. En entendant, curieusement, Maurice Gendron le jouer. Un concert en 1963, ma première année de conservatoire, au Théâtre des Champs-Élysées, un concert extraordinaire.
Lors des jours de cours d'André Navarra, vous assistiez à tous les cours toute la journée? Il fallait qu'on soit tous là au début. Et c'est lui qui décidait de l'ordre dans lequel on allait jouer. C'est-à-dire qu'on était là, assis à table, jusqu'à ce qu'il nous dise « Toi, à toi, tu prends ton violoncelle. » Pas question de sortir pour aller faire une petite gamme pour se chauffer. Ah non, non, non. Il fallait qu'on soit prêt. Je peux vous dire que ça, ce genre de choses, ça ne marche plus du tout maintenant. C'est impossible d'obtenir ça. Ni à Paris, ni à New York d'ailleurs. Vous avez essayé? À Paris, j'essayais de prendre mes élèves par groupe de 3 pour qu'ils s'écoutent un petit peu les uns les autres. Ça marchait à peu près, mais en général, ils s'arrangeaient entre eux pour dire « Bon, c'est toi qui commences, ensuite toi... » J'ai pas pu imposer que ça soit moi qui choisisse l'ordre dans lequel ils jouaient. À la sortie du conservatoire, vous avez commencé votre carrière? Oui, et puis j'ai fait partie d'un orchestre de chambre qui s'appelait l'Orchestre de chambre de Versailles. Avec cet orchestre de chambre, j'ai eu la chance de jouer beaucoup en soliste. J'ai commencé par des concertos de Vivaldi, mais rapidement on s'est mis aux 2 concertos de Haydn. En fait, surtout le Ré majeur, puisque le Do majeur n'est venu sur le marché que plus tard. C'est dans les années 60 qu'il a été redécouvert. Et à l'époque où je sortais du conservatoire, personne ne jouait encore le concerto en Do majeur de Haydn. C'était une œuvre inconnue au bataillon. Et à cette époque-là, c'était le pré-baroque. On jouait de la musique baroque, mais on ne jouait pas avec des cordes en boyau. Quoique, je reviens au premier cours que j'ai eu avec André Navarra. Quand je suis allé le voir la première fois, mon violoncelle était monté avec 4 cordes en boyau. Parce que mon prof, Dominique Prête, estimait que le fil de fer, c'était pas noble. Mais c'était des cordes en boyau nus ou filées? L'aéré, c'était du boyau nu. Et vous jouiez des œuvres contemporaines? Je jouais tout, mais Casals jouait tout le répertoire, Feuermann aussi, tout le répertoire sur des cordes en boyau. Et André Navarra vous a fait changer, faire des cordes en métal? Alors oui, mais très, très souplement, pas du tout brutalement. Lui, à l'époque, jouait La et Ré en métal, mais il jouait encore Sol et Do en boyau filé. Après, quand les premières cordes spirocordes ont été mises sur le marché, il a changé pour le métal. J'ai travaillé avec Guy Fallot, et ça c'était important pour moi parce que c'est venu tout de suite après le conservatoire. Vous vous souvenez qu'en 68, il y a eu ce qu'on appelait les événements de mai 68, qui ont mis la France entière en émoi. Toutes les écoles ont fermé, il y avait des assemblées partout pour discuter de l'avenir. Il fallait tout réformer, il est interdit d'interdire. Quand on était étudiant, c'était quelque chose de vraiment important. Bon, moi j'étais sorti du conservatoire, mais j'avais un petit peu, à ce moment-là, j'avais un petit peu envie de voir ailleurs. Et une amie m'a dit, tu sais, il y a un professeur formidable qui enseigne au Canada pendant l'été, c'est Guy Fallot. Je connaissais Guy Fallot de nom, c'était un violoncelliste français. Il enseignait à cette époque tous les étés près de Montréal, un endroit qui s'appelle le camp musical du Mont Orford. J'ai rencontré un homme extrêmement sympathique qui se souvenait bien de moi parce qu'il était du jury l'année précédente quand j'ai eu mon prix au conservatoire. Il avait regardé les notes qu'il avait prises à l'époque et il m'a dit « Oh, non, je ne vous demande même pas de jouer pour moi, je me souviens très bien. C'est entendu, je vais vous prendre comme élève à Orford. Et je vais me débrouiller pour que vous ayez une bourse pour ça, ce qui était super gentil de sa part. À cette époque-là, les camps musicaux, ça durait très longtemps, je ne sais plus de la durée exacte, mais je pense que c'était 6 semaines. Et tenez-vous bien, pendant 6 semaines, il m'a fait travailler tous les jours 1 heure de cours. Et il était très très différent de Navarra. Il était beaucoup plus libéral et très souvent, quand je commençais à lui jouer quelque chose, il me disait « Philippe, ça ce que vous faites, c'est pas vous. Ça vient pas de vous. C'est pas naturel. Il faut que vous trouviez quelque chose qui vous corresponde mieux. » Alors il m'aidait, il me disait « Essayez ce doigté, essayez ce coup d'archet, essayez ce phrasé. » Vous voyez, la phrase s'étend jusque-là,
essayer de développer le son pour aller jusque-là. J'avais pas l'habitude de cette approche jusqu'à présent. On me disait tu fais tel doigté, tel coup d'archet, tu ne bouges pas. Alors là, j'étais invité au contraire à chercher d'autres choses et ça m'a fait énormément de bien. J'ai beaucoup appris avec Navarra, mais en même temps, j'étais sous la tutelle d'une personnalité très forte. Et Fallot m'a aidé à me délivrer un petit peu du poids de cette tutelle. Je ne renie pas du tout Navarra, pas du tout, au contraire. Je me rends compte de tout ce qu'il m'a apporté, mais ça n'était plus un poids que je portais sur les épaules. Au contraire, c'était quelque chose que j'amenais avec moi et qui était léger. Ensuite, plus tard, j'ai travaillé aussi avec Paul Tortelier. Et comme j'étais marié, je ne tenais pas à passer trop de journées consécutives à Essen. En général, je prenais le train de nuit. J'arrivais à Essen au petit matin dans une gare un petit peu sinistre où je prenais mon petit déjeuner. Pas vraiment excitant. Et puis, je partais à l'école qui s'appelait Folkwang-Hochschule. Tortelier était très très différent de Navarra. Il était très exalté et en ce sens, c'était un petit peu compliqué de travailler avec lui parce qu'il se passionnait tellement pour un détail que quelquefois, l'arbre cachait la forêt, on passait du temps il passait toute une après-midi à nous expliquer que le violoncelle sonnait beaucoup mieux si on mettait un petit coussin entre le genou et l'éclisse du violoncelle. Et mon Dieu, on se disait, mais qu'est-ce qu'on fait là? Par contre, il était tellement inspiré musicalement qu'il nous expliquait une œuvre et tout s'éclairait. Il employait beaucoup d'images quand il expliquait que la sarabande de la 4e suite, il voyait une chapelle en ruine dans la montagne avec un rayon de soleil qui rentrait. Des images qui étaient très évocatrices et qui étaient merveilleuses. Et je dois dire que ça aussi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup impressionné et imprégné, et que j'essaye maintenant de reproduire tout ce que mes professeurs m'ont donné. Le côté très, très méthodique, très construit de Navarra, le côté libre de Guy Fallot et le côté inspiré de Tortelier. Et donc, parallèlement à votre carrière d'enseignement, vous travaillez aussi sur scène? Alors, je travaille sur scène, et évidemment, j'ai fait beaucoup de musique de chambre. J'ai fait le 3e cycle de musique de chambre avec deux compères, Jacques Rouvier au piano et Jean-Jacques Kantorov au violon, avec lesquels on a beaucoup tourné, on a fait pas mal d'enregistrements. C'était toujours un grand, grand plaisir de nous retrouver. La première répétition, on perdait beaucoup de temps parce qu'on se racontait tellement d'histoires, on rigolait tellement qu'on avait un petit peu de mal à se mettre au travail. Mais en même temps, on apprenait assez vite et on ne s'est pas beaucoup spécialisé dans le trio parce qu'on faisait chacun beaucoup de choses, mais c'était quand même un immense plaisir de nous retrouver tous les trois. Et je crois qu'on a donné quelques beaux concerts, on a fait quelques bons enregistrements. Quand Pierre Boulez a créé l'ensemble intercontemporain, j'ai posé ma candidature, j'ai passé une audition devant Boulez. J'ai été accepté à l'ensemble. J'ai participé notamment au tout premier concert de l'ensemble intercontemporain qui était je crois en novembre 1976 à Villeurbanne. Avant cela, j'avais pas fait beaucoup de musique de contemporaine. C'est bien simple, avec l'ensemble intercontemporain, on ne faisait que ça. Alors j'ai été complètement immergé. Boulez était réputé pour sa sévérité et pour certaines colères qu'il avait peut-être piquées avec des grands orchestres. Mais le cas de l'intercontemporain était un peu un cas à part, parce que c'était un petit ensemble dont il avait choisi personnellement tous les membres. Donc c'était un peu sa famille. Et il était très gentil avec nous. Jamais je ne l'ai vu se fâcher avec l'ensemble intercontemporain. Jamais. Bon, si quelqu'un était en retard, évidemment, ça ne lui faisait pas plaisir, mais enfin bon, il y avait des réactions normales, disant, écoutez, ça suffit. En novembre 82, j'ai eu le 3e de mes enfants. Un petit garçon qui est né le 8 novembre 82. Ce soir-là, on avait un concert avec l'intercontemporain au
au théâtre du Rond-Point. J'étais à la clinique, à Neuilly, en compagnie de mon épouse, du docteur. Elle avait des contractions, mais le bébé n'apparaissait pas. Et le docteur me disait, mais ne vous inquiétez pas, je le vois, là, on voit, c'est... Effectivement, on voyait une petite touffe de cheveux, enfin, rien du tout, mais ne vous inquiétez pas, dans 10 minutes, il est là. Et puis, je voyais l'heure tourner, le concert était à 8h30, je crois, je ne sais plus exactement, mais 8h15, je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est dramatique. Et puis, il me disait... Le médecin me disait, oh mais j'ai des amis dans la police, ils vous feront une escorte, ne vous inquiétez pas. Non, restez encore un peu. Et finalement, je suis parti. L'heure du début du concert était passée depuis longtemps. J'avais téléphoné pour dire que je serais en retard, en leur disant, écoutez, il y a certaines pièces dans lesquelles je ne joue pas dans ce programme, vous pourriez peut-être changer l'ordre du programme et commencer par les pièces dans lesquelles je ne joue pas. Mais non, ils n'ont rien voulu entendre, et finalement je suis parti, mais vraiment très en retard. Mon enfant n'était pas né, pas encore, mais je me suis dit c'est pas possible, je peux pas trop dépasser les limites. Donc j'ai foncé, je suis descendu les Champs-Élysées à tombeau ouvert, j'ai laissé ma voiture au parking, j'ai couru pour traverser le rond-point, je suis rentré dans le théâtre en courant. La jeune fille à la caisse m'a dit, Philippe, t'as eu un petit garçon. Formidable. J'ai continué à courir. J'avais un collègue qui m'attendait avec une veste. Hop, j'ai mis ma veste. J'ai pris le violoncelle que j'avais posé dans un coin. Et je suis remonté sur scène et le concert a commencé. Le public attendait depuis à peu près une demi-heure. Et il savait pourquoi ? Je ne sais pas, je crois pas. Mais bon, ça avait quand même laissé des traces. Pierre Boulez m'a dit, bon, c'était pas lui qui dirigeait ce soir, il m'a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là ? J'ai dit, ben voilà. Bon, il m'a pas félicité quand même, mais au moins il a été compréhensif. Vous avez bien fait, c'est important que vous ayez été là. J'ai arrêté l'ensemble intercontemporain en 83 parce que entre-temps, j'ai été nommé en 79 professeur au Conservatoire de Paris. Ça commençait à se bousculer, et comme j'avais encore pas mal de concerts à côté, je me suis dit c'est plus raisonnable d'arrêter. Comment ça s'est passé cette nomination ? Au début, c'était complètement un rêve. Je me suis dit bon, je vais me présenter au Conservatoire, mais j'ai aucune chance d'être élu. Ce sera soit Reine Flachot, soit Michel Tournus, qui était beaucoup plus âgé que moi, beaucoup plus connu, qui avaient toutes leurs chances. Quand même, je me suis décidé à monter ce dossier. Alors à cette époque-là, c'était une commission de 40 personnes qui nommait les nouveaux professeurs. Je suis allé voir le plus grand nombre de personnes que j'ai pu pour défendre ma candidature. J'ai mis l'accent aussi sur la musique contemporaine, sur le fait que je faisais partie d'un ensemble intercontemporain et que pour moi c'était évident qu'il fallait faire quelque chose pour que l'enseignement de la musique contemporaine fasse vraiment partie de l'enseignement de la classe d'instruments. À ma grande surprise, j'ai été nommé. J'étais en répétition à l'IRCAM. Le frère de Gérard Cosset qui travaillait là-bas, qui m'a appelé, qui m'a dit va au téléphone, je crois qu'il y a une bonne nouvelle pour toi. Je prends un téléphone, tu es nommé au conservatoire. Et donc vous avez succédé à André Navarra. Et j'ai succédé à André Navarra, ce qui était un honneur extraordinaire. Et à la rentrée suivante, je suis rentré dans la classe en me disant qu'est-ce qu'il va y avoir. Et en fait, toute la classe était là et m'attendait. Bon, d'accord, maintenant je suis de l'autre côté de la barrière. Et André Navarra était content que ce soit vous ? Il était très content que ce soit l'un de ses élèves. Il était content que ce soit moi. Il pensait... mais l'important pour lui, c'est que ça soit un ancien élève. Il m'a beaucoup encouragé, il était très sympa, il m'a félicité. Donc si on fait le compte, j'ai commencé à enseigner en octobre 1979 au Conservatoire de Paris. 35 ans au Conservatoire de Paris, 5 ans, j'en suis dans ma 6e année à Manhattan School of Music. Et j'ai eu le temps de former un grand nombre d'élèves.
Et j'ai eu la chance aussi d'avoir un recrutement de très grande qualité. La France n'a malheureusement que 2 conservatoires supérieurs, mais l'avantage c'est que il y a un recrutement de qualité extraordinaire. Et j'ai eu vraiment des élèves qui jouaient très très bien déjà quand ils rentraient. Bon, il fallait évidemment bien les conduire après, mais je dois dire que c'était souvent des gens très 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 bien formés. Pas toujours. Je me souviens d'un garçon qui s'est présenté chez moi. Quand il s'est présenté, je trouvais qu'il avait de grandes qualités, mais qu'il se tenait n'importe comment. C'était une horreur. Et je lui ai demandé, depuis combien de temps fais-tu du violoncelle? 7 ans. Est-ce que tu as eu plusieurs professeurs jusqu'à présent? Il m'a dit, j'en ai eu 7. Ça change tous les ans. Alors je me suis dit, bon d'accord, là je comprends. Je comprends. Et je me suis dit, ce garçon, il est intéressant, mais il faut le stabiliser un petit peu. Mais c'est une exception. Souvent, je voyais arriver des gens qui étaient très 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 bien formés. Et donc, comment vous avez décidé d'organiser votre classe au conservatoire alors? Ça se passait comment les cours avec Philippe Muller? J'ai été influencé par tous mes professeurs. Le premier, Dominique Prête, André Navarra, Guy Fallot, Paul Tortelier, qui ont chacun apporté une pierre à l'édifice de mon enseignement. Je me suis dit qu'il fallait vraiment rentrer au fond des choses avec les élèves, et chaque fois que je leur faisais travailler quelque chose, je rentrais beaucoup dans le détail. Il y a une chose qui me caractérise, j'aime être compris. Quand je demande quelque chose, je ne veux pas que ça soit une compréhension superficielle, mais je tiens à ce que les élèves sachent pourquoi je leur demande de faire telle chose. Et c'est peut-être une clé de la réussite. J'aime bien aussi le contact avec les élèves, j'aime bien avoir cet échange, transmettre. C'est pas unilatéral, c'est pas uniquement moi qui leur donne des idées, mais quelquefois c'est eux aussi qui m'inspirent des idées. Parce qu'ils arrivent avec leur propre personnalité, ils font quelque chose qui peut me donner une idée. Ah ben oui, ça c'est bien, on peut peut-être le développer dans ce sens-là. Je crois que pour être un bon professeur, je crois qu'il faut aimer enseigner. Il faut aimer ce contact, il faut aimer transmettre. Je crois que c'est de la transmission, l'enseignement. J'ai eu un recrutement formidable, des gens comme Henri de Marquette, comme Jérôme Pernaut, comme Anne Gastinel, Emmanuel Bertrand aussi, qui a fait le 3e cycle avec moi. Oui, bien sûr, après j'ai eu Gauthier Capuçon, qui était quelqu'un d'exceptionnel, qui avait surtout une volonté très 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 forte. J'ai eu ce petit génie du violoncelle, Edgar Moreau, qui est formidable, Aurélien Pascal aussi. On me pose souvent la question des concours internationaux. J'ai participé à de nombreux jurys sur les concours internationaux. Et j'ai trouvé que c'était important de le faire parce qu'en participant à ces jurys, on mesure un petit peu le niveau des meilleurs violoncellistes mondiaux. Et je me suis rendu compte à quel point le niveau technique est monté pendant les quelques 20 ans pendant lesquels j'ai participé à des jurys. Maintenant, un des derniers des concours que j'ai jugé, c'est le concours Paolo à Helsinki. Mais il y avait peut-être 15 personnes, mais qui jouaient du violoncelle, mais d'une façon extraordinaire, avec une technique formidable. C'est très difficile de départager ces gens-là. Ça se joue sur des petits trucs. Ça doit être difficile. C'est très très difficile. Et ça, c'était pas le cas il y a 30 ans? Non. Il y a toujours eu des gens exceptionnels. Et les gens exceptionnels restent exceptionnels. Mais des gens qui jouent bien du violoncelle, il n'y en avait pas autant que ça. Maintenant, il y en a vraiment beaucoup. Qui jouent très 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 bien, qui ont une technique du feu de Dieu, qui ne ratent rien. C'est un peu déprimant. Mais non, je plaisante, mais qui jouent vraiment très 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 bien. C'est impressionnant. Par quoi vous commencez quand vous débutez quelqu'un? Comme j'avais commencé moi-même, par des cordes à vide, mais surtout beaucoup de sourires, en essayant de présenter les choses sous un jour agréable. Je crois que le premier devoir d'un professeur, quand il
fait démarrer un débutant, c'est de lui donner envie, de lui faire aimer l'instrument, de lui rendre cet objet sympathique et de lui donner l'envie d'en tirer le maximum. Voilà. Et pas de le considérer comme quelque chose, un animal à dompter. Non, c'est pas un animal à dompter. Non, au contraire, c'est vraiment quelque chose qui est votre ami et qui vous apportera beaucoup de joie. Est-ce qu'il y a une méthode pour gérer son trac? Le trac, c'est toujours différent. Ça n'est jamais le même trac. On ne se sent jamais de la même façon avant un concert. Comment gérer son trac? Il faut bien respirer en entrant sur scène. Penser à l'après-concert. Se dire que dans une demi-heure, le concert sera terminé et que ma vie n'aura pas fondamentalement changé. De toute manière, il faut relativiser les choses. Je vais faire de mon mieux pour que ça se passe bien, mais la Terre ne s'arrêtera pas de tourner. Et ensuite, se dire, je vais jouer quelque chose que j'aime, et je vais faire de mon mieux pour en tirer le maximum. Quand on me demande quel est votre compositeur préféré, je réponds, celui que je suis en train de travailler. Voilà. Très bonne réponse. Et ça m'aide pour gérer le trac aussi.